Une douleur, c'est un message du corps. C'est vraiment profondément important de comprendre ça parce que, en général, quand on a mal, on a tendance à râler sur le fait qu'on est mal. Oh, tu fais chier, corps de merde. Non. À un moment donné, si t'as mal là, ça veut dire qu'il y a un message là. T'as mal au poignet? Ok. Flexibilité, comment ça se passe dans ta vie? Ce corps, c'est ton véhicule. C'est le véhicule de la conscience que tu représentes. Et si tu en prends pas soin, bah ce véhicule, il va t'emmerder toute ta vie. Ce véhicule, il va casser en chemin. Ce véhicule, voilà. Donc, prends-en soin au maximum. Ça, c'est juste la base. C'est ce que je veux vraiment inculquer à n'importe qui. C'est pas parce que tu es en bonne santé qu'il faut pas prendre soin de toi. Voilà, en médecine traditionnelle chinoise, c'est pareil. Tu as cette énergie du rein, cette énergie qui est une énergie innée. Et en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais un réservoir à la naissance. Et plus tu avances dans la vie, moins cette énergie est présente. Et il y a des gens qui la crament en 30 ans. Et il y a des gens qui la crament en 50 ans. À toi de voir à quelle vitesse tu as envie de cramer ton énergie vitale. Salut, bienvenue sur le podcast Génération 120 ans. Je suis Liron Samoun et j'ai un objectif très ambitieux. Vivre jusqu'à 120 ans, en bonne santé et heureux. Qu'on se le dise, c'est challengeant, surtout dans le monde actuel où il devient de plus en plus difficile de prendre soin de soi. C'est pour cela que je vous propose qu'on parte à la rencontre, ensemble, de personnes intéressantes qui ont des choses à nous apprendre pour vivre au maximum de son potentiel, en bonne santé, et ce sur différents plans. Au niveau de son mental, de son corps, de son environnement et de ses relations sociales. Génération 120 ans est une émission destinée aux personnes ouvertes d'esprit, curieuses et désireuses de vivre leur vie au plus haut niveau de leur potentiel. J'adore découvrir de nouvelles choses qui pourraient améliorer mon quotidien et je fais souvent de belles découvertes que j'ai envie de partager avec vous. Alors c'est parti et bienvenue dans l'émission Génération 120 ans. Salut Guillaume. Salut Liron. Je suis très content de te recevoir dans l'émission Génération 120 ans. Bienvenue. Merci, très content d'être là de toute façon. Comment tu vas ? Bah ça va très bien et toi ? Bah écoute, super. Écoute, j'ai voulu discuter avec toi, comme je te l'ai dit, parce que j'aime beaucoup le contenu que tu produis. C'est assez pédagogique et tu parles de sujets très intéressants autour de la santé de façon générale et comment l'améliorer avec des solutions naturelles. Et plus particulièrement, tu abordes le sujet des douleurs chroniques et leur gestion. Oui. Alors, bien que j'aimerais aborder de nombreux sujets avec toi autour de la santé aujourd'hui, dans cet épisode, Guillaume, j'aimerais qu'on se focalise justement sur le sujet des douleurs chroniques et leur gestion. Carrément, on y va. En gros, qu'est-ce qu'une douleur chronique? Quelles en sont les causes? Qui est plus sujet aux douleurs chroniques? Est-ce qu'on peut soigner tout type de douleurs chroniques? Est-ce qu'il y a un lien entre son état émotionnel et les douleurs chroniques? Voilà, comment se soigner? Dans quelle mesure? Enfin bref, voilà, pas mal de questions intéressantes que je me pose autour de ce sujet, que je vais découvrir avec toi. Et je pense que c'est un bon programme en perspective et je suis vraiment très ravi à l'idée de discuter de tout ça avec toi, Guillaume. Ah bah moi aussi. Ah moi je suis à fond. Parfait. Alors avant d'aborder tout ça, Guillaume, est-ce que tu pourrais te présenter auprès de nos auditeurs et auditrices, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Alors moi je m'appelle Guillaume Feelgood, notamment sur les réseaux. Je suis naturopathe, coach sportif et thérapeute énergéticien. Donc j'essaie d'avoir une approche très très holistique de la santé pour pouvoir répondre à toutes les problématiques avec plein de clés différentes justement pour pouvoir répondre au mieux à une certaine problématique et à m'adapter à la personne en face. Ok. Donc quand tu dis de façon holistique, c'est de façon globale, c'est prendre en compte vraiment l'aspect physique, émotionnel c'est tout à fait ça. Et l'état de santé du patient. Ok. Exactement. Ça s'oppose à l'approche spécifique, quoi. Voilà. D'accord. On va pas rentrer dans le détail, on va voir le système. Ouais. Ok. Et tu vas essayer de chercher la cause avant de corriger le symptôme. L'idée, c'est ça. Exactement. Ok. Et ça fait combien de temps que tu fais tout ça? Ouf. Ça fait un petit moment. Ouais, je pense que ça fait déjà 7 ou 8 ans maintenant. D'accord. Ok. Voilà. Ok, super. Alors, je te propose qu'on commence directement avec le vif du sujet qui sont les douleurs chroniques. Déjà, est-ce que tu pourrais poser les bases de qu'est-ce qu'une douleur chronique et comment ça se différencie des autres types de douleurs? Carrément.
En fait, c'est super simple. On a 2 types de douleurs si jamais on les définit, spécifiquement. On va avoir une douleur qui va être, immédiate, une douleur qui va être ponctuelle, c'est-à-dire qu'elle va avoir, une présence à un moment donné précis, puis s'arrêter à la fin, de la «période de symptômes» entre guillemets ou à la fin de voilà, de son expression. Et on va avoir à l'opposé la douleur chronique, c'est la douleur qui va se pérenniser, c'est-à-dire qu'on va avoir une douleur qui s'installe et qui va rester avec des fluctuations sur le temps, mais qui va rester bien présente. OK. Voilà, Quand tu c'est dis vraiment le fluctuation, c'est que ça va faire moins mal et après ça revient fort ou c'est on a mal, après on a plus rien et ça peut revenir, je sais pas quelque temps après, quelques non, années, la quelques douleur mois? te quitte jamais. Quand c'est Ah, «chronique» quitte entre jamais quand c'est guillemets, chronique, c'est ouais. voilà, elle te quitte jamais. Tu peux avoir des moments, oui, où tu la sens plus, mais c'est très rare. En général, avec les douleurs chroniques, tu vas plutôt avoir des fluctuations d'intensité de douleur. Donc, tu vas avoir des pics de fort, des pics de moins fort. Et en fait, ça va être, on le verra aussi plus tard, mais associé à plein d'éléments extérieurs. Ça peut être le mode de vie, mais ça peut aussi être l'état émotionnel. OK, donc la douleur est toujours présente même si elle est, enfin elle disparaît jamais. C'est ça Voilà. qu'on, Ou la alors, rarement, dans certains cas, tu peux ouais, avoir ouais, des gens qui d'un coup vont avoir une disparition de la douleur, mais en général, ça revient vite. Sinon, si ça disparaît d'accord. complètement, c'est que bah, la cause n'est plus là, ou en tout cas, le symptôme ne s'exprime plus. Donc, c'est qu'il D'accord. y a quelque chose qui a été traité, on va dire. Donc quand on dit par exemple, j'en sais rien, moi je vais avoir, j'ai un mal de dos à un temps X, après j'ai plus mal, mais 2 ans, j'ai à nouveau un mal de dos au même endroit, 2 ans plus tard, un même endroit. Là, est-ce qu'on peut appeler ça aussi une douleur chronique ou pas du tout? C'est juste qu'il y a quelque chose Disons que à c'est explorer? une douleur chronique légère. On va dire que c'est un message du corps qui est OK, récurrent parce qu'il y a une problématique qui est récurrente. d'accord. Voilà, mais c'est OK, léger. Si la douleur te quitte, c'est que le message n'est pas extrêmement fort. Voilà, il y a pas de l'exemple typique d'une douleur chronique, ça va être une douleur articulaire qui ne quitte jamais. d'accord. Ça arrive Donc très c'est souvent. OK, j'allais te poser la question, c'est quoi il y a quoi comme type de douleur chronique? Tu parlais des articulations, mais c'est ça Mmh, principalement ou ça peut être aussi ouais. musculaire, ça peut être, mal Ça de peut être tête, ça peut être tout et En fait, une douleur chronique peut autant être une simple douleur qu'une pathologie. Une d'accord, pathologie chronique, en général, entraîne une douleur chronique, la plupart du temps. Je pense à par exemple, prenons l'exemple typique, le cancer. Le cancer ouais, peut être considéré comme une douleur chronique, puisqu'en général, il est source de douleur, pas toujours, hein, mais voilà, c'est un état pathologique qui reste. Donc on pourrait même parler de plus généralement de pathologie chronique, pour aller encore plus mmh, loin. OK, pathologie chronique. Ouais. OK et est-ce que tout le monde justement est amené à avoir des douleurs, chroniques dans sa vie ou c'est possible de ne pas avoir de douleurs, C'est enfin possible de ne pas avoir de douleur chronique, mais je dirais que c'est c'est très, une très question naïve, rare. hein, mais mais C'est très j'ai rare. Je l'impression pense qu'on est tous passés par là. Voilà, je pense qu'il suffit de faire un petit sondage, comme tu le dis, assez rapidement autour de toi pour savoir, bah, tiens, est-ce que tu as déjà eu une douleur chronique? Oui, oui, oui. Je pense que tu auras pas beaucoup de noms, sauf à des gens qui seront relativement jeunes, parce qu'ils n'auront pas eu encore cette chance, on va dire. OK. Donc ça veut dire, dans ce que j'entends, c'est qu'il y a un âge où, ça apparaît plus fréquemment? Enfin, à partir d'un certain âge où, En ça général. c'est Demander à un enfant, il y en a pas beaucoup qui ont des pathologies chroniques, ou en tout cas ouais, des douleurs chroniques, comme on pourrait les appeler. OK. Ce serait à partir de 30, 40 ans, 50 Ouais, pas ça peut, puis il y en spécialement, a ça qui peut ou qui commencent beaucoup plus tôt, ça dépend. Ça dépend OK, vraiment des cas. On verra ça en détail, mais ça dépend effectivement du ouais, système dans un premier temps et aussi de l'environnement autour de ce système-là. OK. OK, super. Alors du coup, c'est quoi les facteurs de risque pour avoir les douleurs chroniques? Est-ce que ouais, c'est comment ça apparaît? C'est quoi le processus, derrière tout ça? Alors, il y en a autant, que de gens, on va dire, parce que D'accord. ça peut venir, si tu veux, ça peut venir de la génétique, prenons la base, hein. Effectivement, il y a des douleurs chroniques qui peuvent être issues d'un gène. Il y a eu une Ah oui, malformation, lors, de la naissance ou avant, pendant la gestation. Voilà, il y a quelque chose qui s'est passé qui a fait que le corps constitué final va être susceptible à des douleurs chroniques. Voilà. d'accord. OK, Mais tu spécial. peux
tout à fait avoir aussi du transgénérationnel. C'est-à-dire que là, ça vient non pas de ta mère, mais peut-être même de 2 générations au-dessus. Il y a eu un traumatisme et c'est toi aujourd'hui, ton corps, qui en subit les conséquences parce que ça n'a Mmh. pas été traité au préalable. Ah oui. Ça peut aussi venir tout simplement de ton environnement, toi. Ton environnement, il est de 2 états, principalement, on pourrait dire 3. Le premier état, c'est un environnement physique, ce que je mange, comment je dors, voilà ce qui se passe dans ma vie. Ça peut être un environnement émotionnel, de qui je suis entouré sur le plan émotionnel et du coup, comment mon état émotionnel est impacté par ça et comment j'impacte moi-même par ma perception mon état émotionnel. Et troisième facteur, ça peut venir de mon environnement psychologique, mental, mes pensées et les pensées des autres qui m'environnent. Et ça Ah aussi, oui, d'accord. ça m'impacte. C'est OK. en énergétique, on parle souvent de ces 3 corps successifs, hein, le corps physique, le corps émotionnel, le corps mental, qui sont Mmh. tous des portions de ton corps, mais des extensions dans ce qu'on appelle ton aura, dans ton champ vibratoire autour. D'accord. Ah oui, OK, donc il y a vraiment plusieurs sources de possibles qui peut amener à des douleurs chroniques. Donc, Exactement. pour récapituler, si j'ai bien compris, donc il y a l'aspect, on va dire, génétique, qui peuvent faciliter l'apparition de douleurs chroniques. Il y a un aspect transgénérationnel. D'ailleurs, ça me fait penser à l'épisode, que j'ai enregistré avec Peggy, justement sur ce domaine-là. Pour ceux qui n'ont pas Exactement. écouté, je vous encourage, c'est très intéressant parce que ça permet d'ouvrir le champ heu, des possibles. En tout cas, ça donne de nouvelles pistes à explorer face à des problématiques qu'on a aujourd'hui. Donc OK, Exactement, ouais. l'aspect, transgénérationnel, ensuite on a l'aspect, mode de vie, alimentation, sport et cetera, Tout à fait. j'imagine. Ouais. L'aspect, tu m'as dit, émotionnel, donc ça, C'est c'est ça. avec les personnes qui nous entourent et Et l'aspect, nous-mêmes. et nous-mêmes Ouais. et l'aspect pensée. Exactement, l'aspect pensée, qui vient et des OK, autres et de nous-mêmes aussi. ouais, OK. Donc, de tout ça, ouais, j'ai l'impression que la pro le quand c'est aspect génétique, bon, bah, malheureusement, on peut pas faire grand-chose, si C'est ce n'est ça. peut-être de travailler sur, je sais pas, sur la pas la prévention, mais, travailler avec. Mais Ouais, et puis ça, travailler sur les autres variables qui peuvent aussi influencer la génétique. On connaît aujourd'hui le rôle de l'épigénétique, c'est-à-dire l'influence des facteurs extérieurs sur nos gènes, parce que ouais, vraiment changer notre mode de vie impacte nos gènes. Alors il y a certains gènes qui sont pas changeables, mais il y en a qui le sont. ouais. Donc voilà, ça peut aussi être une piste. OK, et ça, pour cet aspect-là, on peut on peut pas le savoir vraiment, enfin, j'imagine que la personne qui a des douleurs chroniques ne va pas forcément se poser la question de la génétique, à moins que peut-être, ses parents, ses grands-parents ont vécu ça ou plus à divers niveaux, ou C'est alors ça. c'est peut-être une fois qu'on a traité les 4 autres on va se dire: «Bah, peut-être que c'est génétique», mais, C'est ça ça. reste En aujourd'hui, réalité, il y a voilà, en réalité, la génétique, elle t'impacte. Si c'est vraiment génétique, elle t'impacte très jeune. d'accord, OK. C'est-à-dire que la plupart des enfants qui vont naître avec une pathologie génétique vont naître avec, en fait. Enfin, tu déclares pas une pathologie génétique au cours de ta vie, sinon ça veut dire que c'est les paramètres de ta vie qui l'ont engendré. Mmh. Ah oui, c'est pertinent, ouais. OK, Voilà, intéressant. OK, donc on va dire, on va écarter la partie, génétique. Donc je pense qu'on après peut. pour les ouais, pour les 4 autres éléments, si tu peux, dire un peu plus de détails, enfin sur Ouais. l'aspect, par exemple, Alors, transgénérationnel, sur l'aspect l'aspect émotion, transgénérationnel, déjà, j'invite n'importe qui à lire le bouquin, qui s'appelle en anglais, je connais que le titre en anglais, mais je crois qu'il existe en français, c'est It Didn't Start With You de Mark Woolin. J'invite OK, n'importe qui à lire ce livre, donc It Didn't Start With You, ça n'a pas commencé avec toi. Il d'accord. parle vraiment de cet aspect transgénérationnel qui est incroyable parce qu'en fait, il y a des choses qu'on n'a pas vécues qui nous impactent aujourd'hui, qui impactent notre corps physique alors qu'ils ne nous concernent pas. Je prends l'exemple de, je sais pas, heu, notre grand-mère Mmh. a eu un enfant, elle ne le souhaitait pas, elle s'est faite avorter elle-même, et ça a été très violent et en fait, à travers cet avortement, elle s'est tuée. Parce qu'elle a cherché à s'avorter, violemment, en se mettant Mmh. quelque chose, dans l'utérus pour percer, voilà, l'embryon et cetera. Enfin, des choses assez des traumatismes très forts qui sont ancrés dans ses gènes, qui ont du coup été «passés» entre guillemets à sa descendance parce que les enfants le savent
comment ça s'est passé, etc. Et en fait, ça s'est imprimé au niveau cellulaire. Et nous, D'accord. peut-être du coup 2 générations plus tard, on se met à avoir des problèmes, je sais pas, type endométriose, parce qu'on est une femme, type endométriose ou type grosse douleur au niveau, utérin, parce que, parce que ça, en fait. Et on le sait pas, mais ça corrobore à peu près avec l'âge avec lequel la grand-mère a fait A ça. eu le ouais. Voilà, a eu le traumatisme. C'est-à-dire, par exemple, elle a fait cette action à 28 ans. Moi, je suis une femme, je suis sa petite fille, j'ai 28 ans, je déclare d'un coup des grosses douleurs au niveau, utérus. Je sais pas Mmh. pourquoi. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Rien n'a changé. Pas mon job, pas comment je mange, pas mon état émotionnel, pas mon état mental. Qu'est-ce qui m'arrive? Transgénérationnel. Ouais. Mmh. Cellulairement, quelque chose a été imprimé au plus profond et n'a pas été résolu par les générations précédentes, donc ça m'impacte aujourd'hui. Mmh. OK, Voilà, et ça si je veux c'est pas que ça impacte ma descendance par la suite, je dois m'occuper de résoudre ce problème-là sur le plan, du coup, profondément cellulaire et énergétique, ce qu'on veut. Voilà, ce qu'on veut l'appeler. ouais, c'est fascinant parce que de l'autre côté, tu te dis: «Mais tu portes vraiment le poids de tes ancêtres» et tu te dis: «Mais, bah», le livre là, je le connais pas, je le mettrai en description, il dit: «Let's start with you». Mais tu sens quand même un peu une certaine impuissance et tu te dis: «Mais, bordel, pourquoi moi, quoi?» C'est vrai, et exactement. et Et ça, c'est toujours la première étape en général d'ailleurs, face aux douleurs ouais. chroniques, c'est: «Pourquoi moi? Pourquoi moi? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait?» Ça, c'est la première étape. Mais si on reste dans cette étape, eh ben, on guérit jamais. Ouais, Parce que du coup, on est dans l'étape de la plainte. L'étape ouais. numéro 2 ensuite, c'est: «J'accepte. Très bien, ça m'arrive. Je reconnais que ça m'arrive». Et après, il faut aller de l'avant. Mais il y a des gens qui sont bloqués à différentes phases justement des douleurs chroniques. Et ça, on pourra en Mmh. parler par la suite. OK, d'accord, super. On va garder dans le coin de la tête. C'est ça. Hem Bon, j'ai envie qu'on parle des différentes stratégies de toi, comment tu procèdes à faire justement à gérer tout ça avec, tes patients, Mmh. mais juste avant ça, donc là, on a vu du coup l'aspect, transgénérationnel. Après, il y a l'aspect, émotion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que suivant tes émotions, tu vas ressentir, tu vas avoir des douleurs chroniques? C'est ça. Ou c'est Selon peut-être, mal formulé, mais Non, mais c'est intéressant comme tu l'amènes parce que c'est exactement, la manière avec laquelle je l'ai exprimé. C'est que ton état émotionnel influence ça. Alors évidemment, quand tu vas avoir une petite colère passagère, que tu es énervé parce que, ça s'est pas passé comme tu voulais au boulot et cetera, c'est cool. Encore une fois, qu'est-ce qui génère une douleur chronique? C'est un état émotionnel chronique. Plus je mmh, suis dans un état émotionnel de colère en permanence, plus j'ai de chances de déclarer des symptômes en relation avec la colère. La colère, tu as plusieurs organes qui peuvent le gérer, mais en général, l'organe de la colère, c'est le foie. Ça, c'est, mmh, notamment en médecine traditionnelle chinoise, tu retrouves ça. d'accord. Et donc, quand tu as eu un état permanent de colère, de colère, de colère, de colère qui est en toi, et en plus, quand tu l'exprimes pas, tu le Ouais, ça c'est renfermes. Donc tu l'emprisonnes. Qu'est-ce qui se passe? Tu le gardes dedans, tu tasses, tu tasses, tu tasses. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Bah, il y a un état de tension qui veut juste péter, sortir, mais tu l'autorises pas. Donc ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle, et ça fait comme un verre d'eau. Tu sais que tu remplis, que tu remplis, que tu remplis. Tu dis ça arrive au bord, ça arrive au bord, ça arrive au bord, et puis tu attends juste la petite goutte qui va faire que pa. Sauf que la petite goutte qui fait waouh, où tu hurles, eh ben elle arrive jamais. Et du coup, comme tu hurles pas, c'est ton corps qui te demande de hurler. Et ça fait hurle, 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 et en fait, c'est douleur, 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 jusqu'à ce que tu entendes ce message. Voilà, Mmh. c'est comme ça que ça OK. fonctionne sur le plan émotionnel, et c'est pareil sur le plan d'une pensée. Quand tu as une pensée qui est récurrente, quand on arrive du coup sur le plan mental, une pensée qui est récurrente: «Je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul, je suis nul», ou alors: «J'en peux plus, je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus». Tout ça, ça va s'associer à l'organe en question. C'est-à-dire: «Je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, je respire plus dans ma vie, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus», poumons. Donc D'accord. problématique au niveau des poumons. Et en fonction de ton état de pensée, en fonction de ton état émotionnel, tu vas avoir un système qui va être touché. Et c'est pour ça que c'est hyper important de comprendre la fonction du système sur le plan physique. Par exemple, hem, à quoi servent les poumons? On va reprendre le même exemple. Les poumons Ouais. servent à respirer, prendre de l'air. C'est ça qui nous permet de vraiment de respirer dans notre vie. Donc, OK. qu'est-ce que je fais? Automatiquement, si j'ai les poumons qui sont atteints, je cherche
Ça fonctionne dans le système. Ça fonctionne dans le système, c'est respirer. Quelle est la correspondance émotionnelle? Respirer. Sur le plan émotionnel, ça veut dire quoi respirer? Ah ben, avoir de la liberté, avoir le sentiment qu'on peut s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire sur le plan mental? Ça veut dire que on se sent bien, on se sent léger, ouvert. Et donc voilà, tu as toutes les compréhensions et tu comprends les chaînes qui sont impliquées. Et donc, en Ok. t'ouvrant davantage, en réduisant ton état de stress, ton état de pression que tu t'imposes ou que ton système t'impose, ton environnement t'impose, bah, automatiquement, tu arrives mieux à respirer, automatiquement, tes problèmes de poumons se réduisent. Hmm. Ah, c'est intéressant, ok. Je voyais pas forcément les choses comme ça. Est-ce que tu as d'autres exemples? Je trouve que c'était intéressant, le foie à Il y la en a colère, plein, le poumon à la respiration. il y Est-ce en que a tu as plein. Je peut-être... vais te prendre une articulation, tiens. Une Ouais, articulation, c'est très simple. Je vais prendre celle qui m'a touché. Enfin, il y a quoi? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'ai eu une fissure méniscale, donc au niveau du genou gauche. d'accord. J'ai voilà, une fissure. Malheureusement, c'est chiant parce que le ménisque, tu as des portions qui sont pas réparables, plus ou moins. Moi, je choisis de pas croire ça et je choisis de penser que tout corps peut se réparer et quel que soit l'endroit. Et donc, ça va déjà beaucoup mieux depuis 2 ans et je suis en phase de guérison selon moi. Voilà, ça c'est juste, D'accord. pour montrer l'importance de la croyance aussi, dans la guérison. Le genou, c'est quoi? C'est ta capacité tiens, qu'est-ce que ce serait pour toi l'utilité physique du Hmm. genou? Alors attends, À genou, quoi nous ça sert me le fait penser genou physiquement? à demander à une personne en mariage. Après, Excellent, excellent, excellent. Continue, continue. Qu'est-ce que tu fais quand tu demandes une euh, personne en mariage? bah, tu plies le... Alors, je sais qu'il y a une Excellent. expression comme ça, plier le genou, non? Se mettre à C'est genoux ça, devant mettre quelqu'un. le genou à terre, c'est exactement ça. Et qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que c'est notre capacité à plier, notre capacité à lâcher prise, notre capacité à juste mettre un genou à terre. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire sur le Hmm. plan émotionnel? Ça veut dire que si tu as un genou qui pète, ça veut dire que tu n'arrives pas à te mettre à genoux, tu n'arrives pas à plier, tu n'arrives pas à lâcher le contrôle que tu as sur ton corps. Ce besoin de Hmm. contrôle, de contrôler absolument tout dans ta vie, ce besoin de cette rigueur en fait qui rigidifie, et ça tu vas le retrouver dans tous les problèmes articulaires, qui rigidifie. Et donc, Hmm. quand tu es trop rigide, paf, ça pète. Et là, le message du corps est là. Le message du corps, c'est ah, tu sais pas plier, tu sais pas mettre un genou à terre. OK, tu Hmm. apprends et tu te rends compte que: «Oh putain, ton genou va super mieux là, c'est incroyable. Depuis que je me laisse un peu plus aller, depuis que je laisse un peu plus que je fais plus confiance à la vie, que je laisse les choses se dérouler dans ma vie, eh bien automatiquement ta douleur se réduit, se réduit, se réduit. Tes symptômes se réduisent, se réduisent, se réduisent. Ton genou guérit, guérit, guérit et c'est magique. Sans rien. C'est magique. Juste en prenant conscience Juste ça et en appliquant. Parce que la prise de conscience, c'est la première étape. Je me rends compte qu'il y a un problème, sauf que si je ne fais rien et que je continue à être rigide, mon genou va jamais guérir. Donc je Mmh. prends conscience et j'agis. Et c'est toujours là que c'est le plus dur. Parce que Bien l'agissement oui. émotionnel est le plus dur. Les gens vont toujours te demander t'as pas un complément alimentaire t'as pas des aliments spéciaux pour les genoux t'as pas des. Fais le travail. C'est le plus dur. Fais le travail. Ouais. Alors OK et heureusement, donc c'est il y ce a qui des ouais, accompagnements pour ça. Mais voilà. oui. Bah, tout à fait, je pense que c'est bien d'être accompagné quand on a ce genre de choses-là parce que même de façon générale par un coach qui peut nous pousser à aller vers l'avant et à ne pas abandonner, au moment c'est le plus dur parce que c'est comme les montagnes russes, hein. Il y a eu des hauts bas et Exactement. Si on et en ressent le besoin, c'est vraiment important. et toi, c'est ce qui s'est passé donc tu t'es rendu compte que, tu étais trop rigide peut-être sur certains aspects de ta vie et ça c'est parti comme ça, quoi? C'est exactement ça. C'est bien simple, j'avais un besoin de contrôle sur absolument tout. C'est, D'accord. si, il y a un paramètre que je contrôle pas, de l'inconnu, ouh là là, ouh, il y a de la résistance, ouh, il y a de la résistance chez moi là, ça me faisait me sentir, très inconfortable. Du coup, l'inconfort, on l'associe à un état qu'on veut repousser, alors qu'en fait, l'inconfort, c'est simplement, ça tu dois connaître ça très, très bien, mais c'est juste que tu sors de ta zone de confort. Donc, bah, quand Ouais. tu sors de ta zone de confort, normalement, c'est quelque chose effectivement qui doit être, challengeant, intéressant, on a envie d'y aller. Ben, moi, j'étais là: mince, mince» et je me rigidifiais, dès qu'il y avait quelque chose que j'aimais pas et ben, j'avais tendance à juger, à me dire: «Tiens, ça», tu vois? Il y a tout cet état de rigueur qui te permet qui justement s'oppose à la flexibilité nécessaire
aux Hmm. articulations. L'articulation est la représentation même de la flexibilité. Une personne qui manque de flexibilité va avoir des problématiques au niveau des articulations. Ok, donc pas forcément au niveau du genou, mais des articulations générales. Ça peut être le Oui. coude, ça Le peut être genou, c'est la capacité à mettre un genou à terre. C'est vraiment ça. la cheville aussi, c'est pareil. La cheville, ça sert à quoi une cheville? Tiens, vas-y. Euh, je te dis la cheville parce que moi aussi, j'ai eu pas mal d'entorses aux chevilles et ça me fait penser à ça. Très intéressant. Euh, Vas-y. Enfin, ça sert à marcher, Ouais, non? Enfin, je... intéressant, mais plus spécifiquement, qu'est-ce qu'elle te sert à faire avec ton pied, tu vois? Je t'aide. À poser ces fondations de ton corps, à donner la direction. Intéressant. Ah, exactement, bien joué. C'est ça. C'est que ça donne la direction à ton pied. Si tu avais pas de D'accord. cheville et que tu avais juste des pieds et des jambes, tu devrais décaler ta hanche pour faire un pivot. Donc ce serait au niveau de la hanche Ouais. que ça pivoterait. Mais non, là, ta cheville, elle te permet de faire ça, 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 et ça, ça, ça. Donc oui, elle te permet de marcher, mais elle te permet aussi de prendre une direction. Et en général, typiquement, les problèmes de cheville sont liés à des gens qui ont du mal avec la direction qu'ils ont choisie dans leur vie. Et je suis Ah, sûr que ça correspond à un moment donné dans ta vie où tu te posais beaucoup de questions sur ton chemin de vie, sur etc. Tu devais faut que avoir je me des pose la entorses, question, ouais. tu devais te tordre la cheville et ton corps te disait juste, mais en fait, t'es pas sur ta voie, arrête, t'es pas d'accord avec ça, t'es pas d'accord avec ça, t'es pas d'accord avec ça. Et puis, t'arrêtes d'avoir des entorses à la cheville le jour où tu commences à suivre le chemin qui est le tien. Ça, c'est intéressant. Ah, faut que je me pose cette question, Ouais. du coup, parce que ouais, ouais, direction de sa vie. OK, c'est pertinent. Donc des personnes qui ont des problèmes à la cheville, ça peut être ça, en tout cas, c'est une possibilité à explorer Tout à fait. et ah, c'est fascinant et c'est pas forcément enfin, je sais plus si avec ton genou, c'était suite à un accident ou pas? C'est venu comme ça? Alors, c'est très Quand simple. tu ton Il y a toujours une combinaison de facteurs la plupart du temps. Effectivement, tu vas pas te tordre la cheville si tu restes assis. On est d'accord. Ouais, Donc forcément, OK. tu marches, tu es dans une Tu activité. as eu Moi, un OK, donc ça pour mon genou, ouais, c'était que j'étais en formation de coach sportif pour le coup. Donc, je suis passé, si tu veux, d'un état où je faisais du sport, hein, j'étais sportif, il y a pas de souci, mais à du sport tous les jours, à intensité, avec un état plus ou moins, de fatigue parce que j'étais aussi en parallèle en train de faire mes vidéos, de faire tout ça. Donc, il y a plein de choses qui se sont accumulées et comme j'ai fait énormément de sport, bah, mes articulations ont été très sollicitées et c'est con, hein, mais je me suis pas blessé sur des gros mouvements, hein. Je me suis blessé sur une flexion. J'étais en train de faire de l'escalade, j'étais juste mon genou était plié et j'ai poussé un petit peu sur le côté pour me déplacer sur la paroi et là, mon genou, il a fait tac et j'ai dit: «Ouh là, OK. il y a un truc qui est pas normal là». Ça a pété, je me suis dit: «Qu'est-ce que c'est?» et en fait, bah, voilà, ça allait parce que j'étais chaud. Le soir, plus possible de poser le pied par terre et voilà, donc en fait, juste mon ménisque avait pété. Je le savais que c'était le ménisque parce que évidemment, en général, il y a aussi des traits dans la famille. Mon père s'était fait le genou, ma sœur s'était fait le genou. Qui sont nos modèles? Évidemment, nos parents. J'ai un modèle paternel très, très fort, donc je me suis beaucoup calqué sur mon père et donc automatiquement, dans mes attitudes et dans mes fonctionnements, je me suis calqué sur mon père et donc évidemment, comme il s'est fait le genou, bah, je me suis fait le mien. Mmh. Mais justement par rapport à ça, pour une personne qui n'a pas de conscience par rapport à tout ça, bah, tu pourrais te dire: «Bah, en fait, j'ai juste trop forcé et je me suis fait la douleur à ça et bah, la prochaine fois, j'irai plus doucement ou je ferai beaucoup plus attention». Comment on arrive à déterminer alors c'est peut-être une question un peu complexe, mais à déterminer la frontière entre est-ce que ça se trouve, c'est parce que tu as fait trop d'efforts et ton corps, il a juste dit: «Stop», non? C'est aussi possible. Et C'est aussi ouais, possible, sauf que là, allez, pour te dire un truc, dans 80 à 90 des cas, imagine une personne se serait fait le genou et aurait effectivement trop forcé, trop bourriné sur son genou, ce que tu veux. Tu lui demandes, à 80-90 des cas: «Est-ce que tu te sens pas un peu rigide dans ta vie? Est-ce que tu aurais pas tendance à vouloir toujours garder le contrôle et avoir du mal à fléchir?» et là, elle va te répondre: «Ouais, si». Voilà, tu as mmh, toujours sous-jacent cette problématique qui est là. Parce qu'en général, sinon, le corps est relativement résilient. Quand tu as une fragilité dans le système, c'est qu'il y a un mauvais passage de l'énergie, on va dire, à ce niveau-là. Ça, c'est très, très, très présent dans la médecine traditionnelle chinoise. Il t'explique que quand tu as des stagnations ou des sous-fonctionnements ou des surfonctionnements de l'énergie à certains endroits, ça casse. OK. C'est super intéressant parce que ça permet vraiment d'ouvrir de nouvelles,
pistes et d'explorer d'autres choses que forcément se guérir par les façons traditionnelles de bon, on va immobiliser et on fera mieux la prochaine fois. Euh, ok. Et bah, c'est vrai que donc je vous laisse si tu peux peut-être un dernier petit exemple, si Bien ça te sûr, dérange pas. On bien a vu sûr, les bien sûr, bien articulations. sûr. Bah, en fait, enfin, c'est super fascinant et je me dis, waouh, c'est une espèce de petite révélation et je me suis dit, allez, un petit exemple pour la route Ah, avant mais de. bien sûr, mais j'en ai plein de toute façon, il y en a autant que d'organes, donc il y a pas de problème. Je vais prendre un classique, un qui touche énormément de gens aujourd'hui, la thyroïde. On n'a jamais eu autant de gens qui ont des problèmes de thyroïde. Est-ce que tu sais où Ah, ce que c'est la thyroïde? ouais, bah, c'est marrant parce que j'étais parti consulter un médecin fonctionnel Ouais. il y a pas longtemps suite à un épisode que j'ai réalisé à ce sujet-là. Et il Ouais. m'a expliqué justement tout ce principe de la thyroïde et il m'a dit que bah, on allait vérifier la thyroïde pour savoir si c'était en hypo ou en hyper. Ouais, on y Mais perd. bah, ça m'intéresse de ce que tu vas dire dessus parce que mis à part le fonctionnement, sur le côté émotionnel ou sur le côté oui, mental, je sais pas du tout. Ouais. Eh ben, intéressant. Du coup, donc, pour rappeler à tes auditeurs peut-être qui sauraient pas, la thyroïde, c'est une glande qui se situe au niveau du cou, qui est en forme de Ouais. papillon et cette glande, en fait, elle gère tout ce qui est, métabolisme énergétique dans le corps, c'est-à-dire tout ce qui est régulation de l'énergie dans le corps. Par exemple, quand on a Mmh. froid, quand on a chaud, c'est la thyroïde qui régule. Quand on a, je sais pas, j'ai pas d'exemple qui viennent, mais le rythme cardiaque, la respiration, tout ça, c'est géré entre guillemets par Les la hormones thyroïde en aussi, partie. beaucoup les hormones et Voilà, la les thyroïde, ouais. hormones, exactement. C'est les hormones en fait, de la thyroïde qui vont permettre cette régulation notamment. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de gens qui ont des problèmes de thyroïde et beaucoup d'hypothyroïdie. Donc hypothyroïdie, c'est un sous-fonctionnement de la thyroïde. OK. OK. Hem, je vais parler du coup de ce système-là, de la thyroïde, mais en fait, ça s'étend à toute cette sphère en fait. Du coup, des cervicales, de la bouche, système ORL, toute cette zone-là en fait, elle est gérée par, si on prend la tradition indienne ayurvédique, gérée par ce qu'on appelle le chakra de la gorge. Le chakra de la gorge est en charge de la communication. Notre capacité à communiquer, à parler, à dire les choses. Et aujourd'hui, on n'a jamais eu autant de problèmes à dire les choses. Les gens renferment les choses, les gardent ici. Et ce qu'on retrouve dans la plupart des cas de problèmes de thyroïde, enfin en tout cas dans beaucoup, c'est qu'on a la formation d'un goitre. Qu'est-ce que c'est un goitre? C'est un gonflement de la gorge, ici un gonflement de la thyroïde qui va former une énorme boule. Et en fait, on a des gens qui ont des boules ici au niveau de la gorge. Et je ne parle pas de la pomme Ah ouais. d'Adam, hein. Je parle vraiment d'un gonflement du cou. Et en fait, c'est la représentation même de paroles qui ont été renfermées. Renfermées, qu'est-ce que ça fait? Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle parce que ça sort pas, ça sort pas, ça sort pas, ça gonfle et ça crée un dérèglement ici au niveau de la gorge. Les gens qui ont régulièrement mal à la gorge, les gens qui ont des problèmes de dents aussi, les gens qui ont des douleurs de cervicales, c'est que ici il y a un état de tension monstrueux au niveau du cou. Et donc, on va avoir un dérèglement de ces fonctions-là. Donc, si jamais vous avez des problèmes de cervicales, si jamais vous avez des problèmes de gorge, si jamais vous avez des problèmes de thyroïde, exprimez les choses. Et quand je dis exprimer les choses, il y en a plein qui me disent ouais mais attends, il y a des fois il y a des choses que je peux pas dire. Par exemple, quand son pantalon il lui va pas, bah, je vais pas lui dire que son pantalon il lui va pas. Je Ah parle bah des choses si. plus profondes. Voilà, je Ouais. parle des choses vraiment pas, on n'est pas de l'ordre de la futilité ici, on est de l'ordre des choses qui doivent être dites parce qu'elles génèrent un état de tension intérieure. Par Ouais. exemple, je suis victime d'un viol, ça arrive. J'ai un gros traumatisme du coup. J'ai quelque chose qui n'est pas avoué. Si je ne l'avoue pas, si je ne prononce pas ces choses déjà autour de moi, pour commencer, peut-être le partager à un proche, ce genre de choses, ça reste à l'intérieur de moi dans un état de tension, de choses non dites, qui est trop lourd à porter et qui peut générer une problématique de communication, de OK. gorge. OK, ça fait et même si ça soit hypo ou hyperthyroïdie, c'est pareil quoi? Enfin, je veux dire, c'est un problème au niveau de la Voilà, après thyroïde c'est les ou de la symptômes qui gorge, vont varier. ouais. Mmh. Hypothyroïdie, déjà, tu as des gens qui vont avoir relativement froid et tu as des gens qui vont avoir tendance à ne pas dire hypo, je dis pas, alors que ou en tout cas ne pas s'exprimer.
Alors que tu vas avoir avec l'hyperthyroïdie, c'est l'inverse, c'est hyper, c'est très très fort, c'est trop d'hormones thyroïdiennes. Et donc, l'hyperthyroïdie, c'est le mec, ah ouais, au fait, moi je parle super vite, moi j'adore, de toute façon je suis au centre de tout, d'ailleurs toi, t'es pas important, moi je suis important. Hmm. Voilà, c'est quelqu'un qui va en permanence se mettre en avant, parler pour combler, pour combler, pour combler, pour combler, pour finalement ne pas entendre le bruit intérieur. Ok. Tu devrais faire du théâtre, Guillaume. Je sais pas si t'en fais. mais, Ah, mais, c'est une mais bonne idée, ça, j'en ai jamais fait. ça incarne très bien les personnages. Mais là, par exemple, pour revenir sur l'aspect transgénérationnel, ne pas dire, ça Ouais, peut aussi revenir aussi exactement. de nos ancêtres, quoi. Ok. Exactement. Mais en Ça, général, si tu veux, avec le transgénérationnel, c'est que ça s'active à un moment donné où il y a eu un traumatisme dans la génération au-dessus. C'est-à-dire que s'il y a eu à 13 ans ta grand-mère qui s'est tue, qui est devenue muette parce Hmm. qu'elle a subi un tel traumatisme que elle a fermé tout mot et toi, jusqu'à 13 ans, tu étais un petit garçon bavard, et ça bougeait et cetera et là, à un 13 ans, du jour au lendemain, tu es devenu un peu un mutin et plus rien se passe, tu dis plus rien alors que tu étais jovial et cetera et personne ne comprend pourquoi. Il s'est rien passé dans ta vie qui puisse l'expliquer. Ça s'explique comme ça. Ouais, Donc en général, si tu ah, veux, le transgé, ça arrive au cours de la vie. ça rend fou, ça, parce que ça veut dire que bon, il faut tous faire un arbre généalogique et vérifier les dates et trucs. Mais complètement, c'est fascinant. Connaître l'histoire de sa famille, c'est tellement important. Parlez-en à vos parents. Demandez à vos parents c'est quoi l'histoire de leurs parents, c'est quoi l'histoire de leurs grands-parents. Quelle est l'histoire de la famille? Il faut vraiment se renseigner Hmm. sur ce point-là parce que c'est très, très intéressant. Et après, on peut aller encore plus loin parce que pour ceux qui y croient, entre guillemets, il y a ce qu'on appelle nos vies passées. C'est que Oui. on a des vies qu'on a vécues qui ne sont pas issues de notre lignée, qui sont des vies peut-être que moi, dans une autre vie, je sais pas, j'étais un samouraï au Japon. Eh ben, j'ai peut-être, si tu veux, ces séquelles qui sont toujours en moi parce que j'ai été blessé à un moment donné en étant un samouraï au Japon et que du coup, je vais avoir une douleur qui va se déclarer au moment où j'ai été blessé dans une vie antérieure. Enfin, voilà, ça peut aller très, très loin. Mais on rentrera pas dans ces Ok. détails parce que Oui, oui. ça peut aller vraiment Ouais, loin. c'est un autre sujet Voilà. on va dire, c'est quelque chose de encore moins concret. Donc déjà, c'est l'aspect émotionnel, l'aspect transgénérationnel. Ok, bah écoute, Complètement. c'est fascinant. Je te demanderai à la fin si peut-être quand tu t'en parles ça dans ton livre justement de J'en la parle pas. liaison. D'accord. Dans mon Ok. livre, c'est très, comment dire, terre à terre. C'est-à-dire que je rentre pas D'accord. encore même dans les détails des émotions. Je donne aux gens vraiment, ça s'appelle 17 astuces simples, donc c'est vraiment simple. Ouais. C'est-à-dire que je vais intervenir sur mon environnement physique, parce que c'est ce que les Ok. gens vont toujours demander. C'est comment j'interviens dans mon environnement physique pour que ce soit direct maintenant, tout de suite, que j'ai un plan d'action. D'accord. Ok. Et après, Et l'aspect émotionnel, ça se traite différemment. c'est plus ça avec toi. Est-ce qu'il y a, il y a, il Voilà. y a des, il y a des bon, peut-être à la fin, je te demanderai si tu as par exemple, un ou deux livres sur le sujet qui peuvent permettre d'approfondir tout ça et peut-être se dire, ah bah tiens, bah oui, c'est vrai, le foie, c'est la colère, le poumon, c'est le manque de liberté. Enfin bon, voilà. Mmh. Mmh mh. Non, parce que c'est vrai que c'est fascinant et c'est très intéressant. Ouais, c'est très intéressant. Ah, c'est passionnant. Ok. Donc, ok, on a vu la partie émotionnelle, la partie transgénérationnelle, la partie mentale. Est-ce que tu peux dire quelques mots sur la partie mode de vie? Du coup, Bien sûr, mode de bien vie, sûr. sport, alimentation, j'imagine. Bien sûr. Bah, évidemment. En fait, qu'est-ce que c'est un mode de vie sain? C'est un mode de vie qui soutient notre énergie. Premier élément qui soutient ton énergie, c'est le sommeil. Tu dors pas assez, tu es crevé, ça va pas. En ce moment, par exemple, je suis crevé. Parce Ah, que voilà, il y ok. a plein de choses qui se passent en ce moment, on est dans une nouvelle maison, enfin bref, plein de choses qui font que, mon sommeil est impacté Ouais. et je le sens aussi, mon état de santé est moins, au top que quand, je suis au top. Ouais. Et donc si tu veux, tu as ce premier niveau. C'est ce que j'appelle, l'élément éther. L'éther, si tu veux, c'est le premier élément, c'est un peu le vide, si tu veux, c'est tout ce qui nous environne, c'est le sommeil, c'est l'éther. Dans la tradition ayurvédique, qu'est-ce que l'éther a engendré? Elle a engendré l'air. Donc le deuxième élément auquel il faut faire attention dans sa vie, c'est l'air. C'est notre Ah, je première suis trop nourriture. Comment d'accord. on Ouais. respire? Comment on respire? Est-ce que déjà, on respire plus avec la bouche ou avec le nez? Respirer toujours avec le nez,
Le nez sert à respirer, la bouche sert à manger, sert à parler. Aujourd'hui, on a trop tendance à respirer avec la bouche, ce qui fait qu'on n'a plus le filtre naturel du nez qui permet de générer de l'oxyde nitrique, qui empêche les pathogènes de se mettre dans le nez et de générer des problématiques au sinus, qui permet de dilater les vaisseaux sanguins correctement et d'avoir une bonne performance. Bref, il y a plein d'avantages à respirer par le nez. C'est une respiration qui descend, qui fait gonfler le ventre, évidemment, parce que quand on a une respiration thoracique, elle est courte, et on a tendance du coup à monter les épaules. Monter les épaules, c'est significatif d'un état de stress. Moi, ça, c'est mon baromètre. Quand je reçois quelqu'un, je regarde son niveau d'épaule. Où sont les épaules? Si elles sont très proches des oreilles, je suis à 10 sur 10. Si elles descendent au milieu, je suis à 5 sur 10 de stress. Et quand elles sont en bas, c'est cool, c'est quelqu'un qui est détendu. Donc, c'est vraiment un baromètre aussi, ça. Donc, à quel point je suis comprimé à respirer avec le haut. Non, je fais descendre mon diaphragme. En faisant descendre mon diaphragme, je fais un massage de mes intestins. En faisant un massage de mes intestins, j'ai un bon transit intestinal. Je vais bien à la selle. Je ne suis pas constipé. Personnellement, parlons des choses qui sont vraies. C'est la vie. Je suis constipé quand j'ai tendance à être stressé. Pourquoi? Parce que je respire par en haut, il n'y a rien qui est massé en bas. Si tu veux, les matières fécales sont en stagnation et c'est bien normal. Il n'y a pas de passage normal du transit. Ça force avec les intestins, ça ne fonctionne pas bien. Il y a des gens, ça va être l'opposé. Ça force tellement avec les intestins que ça va être la diarrhée. Parce que ça va comprimer, ça va être dans un état de déséquilibre. Donc, pardon, je m'égare, mais deuxième point. Le sommeil, la respiration. Voilà, sommeil, respiration. Ensuite, dans la tradition ayurvédique, l'air a donné lieu au feu. Elle a engendré le feu. Le feu, c'est quoi? C'est l'exposition au soleil. Notre feu, c'est le soleil. Donc, je sors m'exposer au soleil. J'ai besoin de ça pour synthétiser de la vitamine D. Je suis aussi régulé. Mon rythme circadien, mon rythme biologique est régulé sur le fonctionnement du soleil. Je me lève avec le soleil, je me couche avec le soleil. Et la nuit, donc je ça veut dors dire jusqu'à ce qu'il qu'en revienne. hiver, tu dors plus. Idéalement, c'est-à-dire qu'en hiver, il faudrait dormir plus. Exactement. Et se coucher très tôt et se lever plus tard, quoi. Exactement. Et ça, c'est important parce que nos hormones sont aussi régulées par ce rythme, naturellement. Donc, nos hormones de l'activation, cortisol, adrénaline, noradrénaline, se lèvent le matin à 6 heures avec le soleil et en milieu de journée, ça réduit pour laisser la place doucement à la mélatonine, qui est l'hormone qui nous permet de nous endormir le soir et qui monte progressivement pour que le soir, on s'endorme correctement. Et cet échange entre hormones, mélatonine et hormones activatrices et désactivatrices sont régulés par ce soleil-là. Donc ça, troisième élément, bonne exposition au soleil, mais pas trop, parce que tout excès est mauvais. Et la voie du milieu en toute chose, c'est ça qui est important. Il faut s'exposer, mais pas trop, sinon coup de soleil, sinon déséquilibre, sinon brûlure de la peau, sinon mélanome, ce que tu veux. Oui, évidemment. Voilà. Toujours ce milieu. L'élément feu a donné lieu à l'élément eau. Exactement. L'élément eau, c'est l'hydratation. Exactement. Notre corps est composé à 70-60%, selon le moment de la vie, 80% même, quand on est un bébé, d'eau. Donc, on a besoin de boire, de s'hydrater. On dit d'ailleurs, on peut rester 3 minutes sans respirer, l'air. On peut rester 3 jours sans boire. Et la suite, tu l'as deviné avec l'élémentaire, c'est l'alimentation. C'est ce que tu manges. C'est ce qui vient de la terre et que tu consommes. Donc, l'hydratation, je recommande à n'importe qui de boire 3 fois leur poids en centilitres d'eau par jour. 3 fois leur poids, ok. Notre poids. Donc, 3 fois 50 kg. Admettons, si on fait 50 kg, ça fait 150 centilitres d'eau par jour. 1,5 litre. D'accord. Pour 50 kg. Je te laisse faire le calcul pour plus et tu te rends compte que la plupart des gens ne boivent pas suffisamment. Je m'en suis rendu compte. C'est vrai que depuis quelques temps, je bois. C'est différent. C'est boire beaucoup et surtout au réveil après une bonne nuit de sommeil. Exactement. Très important. Con, parce que c'est gratuit, mais ça apporte beaucoup. Mais carrément. Et tous tes systèmes d'élimination, enfin la plupart en tout cas, sont basés sur cette eau. Voici tous en fait. Ta peau, tu transpires. Tes intestins, tu permets une bonne fonction de tes selles qui ne soit pas trop dure. L'urine, tu vas l'éliminer à travers de l'eau. Voilà, je veux dire, ton sang, ça permet aussi d'éliminer des toxines. La lymphe, qui est le liquide d'élimination des déchets, en tout cas de transport des déchets pour les éliminer, c'est pareil. C'est aqueux, c'est de l'eau. Voilà, tu bois, tu fonctionnes bien. Et donc, dernier élément, l'eau a engendré la terre. La terre, c'est ce que tu manges. Et donc, il faut que tu aies une alimentation au maximum brute, c'est-à-dire issue de produits
que tu vas trouver dans la nature et que tu vas transformer toi-même. Une pomme de terre, tu achètes une pomme de terre et tu en fais de la purée. Tu prends pas une purée mousseline pour avoir de la purée. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ensuite, tu manges brut, varié. Tu fais varier la couleur de tes aliments. C'est la meilleure façon de le faire. Et la nature de tes aliments. Tu manges pas que des légumes, même si tu as mis plein de couleurs, c'est pas suffisant. Tu manges aussi, éventuellement, si tu manges de la viande, du poisson, des sources de protéines autres, des légumineuses. Tu manges aussi des sources de graisse variées, de l'huile d'olive, des poissons gras. Voilà, plein de choses qui te permettent d'avoir plein d'apports graisseux différents. Et voilà, Ouais, tu varies, manger varié. brut, Ouais, ok. varié et de qualité. Comment tu manges de qualité? Bah, tu manges au maximum de saison, hein. Je veux dire, il est évident qu'une pomme que tu vas décrocher de l'arbre, elle sera plus qualitative qu'une pomme qui aura attendu pendant 6 mois après être décrochée de l'arbre pour que tu la manges. Elle est donc de saison, elle est locale au maximum parce que évidemment, quand ta pomme, elle a été cueillie, à l'autre bout du globe et qu'elle vient et qu'elle est trimballée dans tous les sens et qu'elle arrive, je sais pas, elle est passée par 40 fuseaux horaires et que malgré tout, sur le plan cellulaire, ça impacte quand même cette pomme parce que c'était quelque chose de vivant au préalable. Donc tu vas avoir des problématiques. Tu manges évidemment du coup tout ce qui est pas transformé parce que quand tu as des additifs, des conneries dans ce que tu manges, il est évident que ce n'est pas de qualité. Parce que ton corps Hmm. doit éliminer ces éléments-là. Ça lui demande du travail, c'est l'énergie qu'il va allouer à ça et qu'il ne va pas allouer, par exemple, à ta capacité cérébrale, à ta mémorisation, à ta capacité à bouger. Donc ça, Ok. vraiment, c'est les 3 premiers, c'est les piliers élémentaires de la santé. Et après, tu rajoutes évidemment le mouvement à ça, qui vient mettre tout ça en mouvement. Tu te sers de cette énergie que tu as intégrée pour faire des choses. Donc, tu as intériorisé pour extérioriser. C'est comme ça que ça fonctionne toujours. Intérieur, extérieur, extérieur. Hmm. Et ce mouvement, il doit être perpétuel. Parce que si tu es en permanence en intériorisation, bah, tu gonfles en fait, hein. Jusqu'à ce que tu ressortes l'énergie. Et si cette énergie, elle Ok. ressort jamais, c'est pas bon. Et comme c'est pareil dans l'autre sens, hein, quand tu extérieur, tu deviens tout mou. Tu deviens tout sec. Tu vois? Et donc c'est pareil, tu peux pas Ok. juste tout le temps être vers l'extérieur. Il y a toujours ce mouvement perpétuel intérieur, extérieur. Tout comme d'ailleurs, on a des représentations aujourd'hui de notre champ énergétique et on sait que notre champ énergétique, il nous rentre par les pieds, il sort par la tête, rentre par les Ouais, il pieds, ressort sort par par la la tête. tête. Ok. Ça fait des arcs de cercle, c'est ça? Comme ça. Ouais. Exactement. Hmm. Exactement. C'est ce qu'on appelle Ok. le torus. Le Taurus. Intéressant. Voilà. J'aime beaucoup les comparaisons que tu fais justement avec la terre, le feu, parce que c'est un bon moyen mémotechnique, je trouve, et ça permet vraiment Ouais. de garder ça en tête. Et en plus, ouais, non, c'est intéressant. Et sur la question de la nourriture, ouais, mais tu as répondu à la question. C'est vrai que je me posais souvent la question de est-ce que ce qu'on mange, même si on prend des fruits et légumes de saison au supermarché, qui dit que Ouais. ces aliments-là vont être en fait remplis de Excellente vitamines et question. de nutriments. Et Je vais du coup, répondre à c'est un ça, c'est peu une excellente question. ouais. C'est une C'est un excellente peu question, ouais. frustrant parce que je dis bon bah je m'achète plein de fruits et légumes et tout au supermarché, je suis content, mais en fait derrière ce que je mange, alors en plus si derrière j'imagine la cuisson ça impacte le truc, enfin au final à la fin bon est-ce que je mange, je me donne conscience des fruits et légumes et finalement ça donne rien du tout à mon corps et c'est difficile de trouver cette balance je trouve. Alors si tu as des réponses à apporter, c'est cool. Non, mais c'est une super bonne question que tu poses ici parce qu'on entend souvent une orange d'il y a 50 ans, c'est pas pareil qu'une orange d'aujourd'hui. Mmh. Oui. D'accord. Alors maintenant, on va expliquer pourquoi. Et on va expliquer surtout les paramètres qui font dire ça. Une orange d'il y a 50 ans, c'était une orange qui n'était pas intensive. C'était une orange qui poussait dans un pré où il y avait des oranges et où la personne vendait ses oranges. Mmh. Ok. Sauf qu'est passé par là l'état d'hyper-industrialisation ou la monoculture ou tout ça. C'est quoi? C'est pareil, on prend le même arbre qu'on a planté dans le même jardin, sauf qu'en fait, on lui a mis 72 frères autour. Et avec 72 arbres avec des oranges autour, eh bien, les ressources du terrain sont beaucoup moins importantes. C'est-à-dire que le, le caractère nutritionnel d'un aliment dépend des ressources du sol. Mmh. Donc, plus un sol est riche, plus il va pouvoir enrichir le fruit.
plus un sol est appauvri parce qu'il y a 72 frères autour et qui tirent en même temps ce même sol, bah, automatiquement, ils vont dire, bon, tiens, je t'en laisse un peu, mais attends, moi, j'en prends, machin. Et en fait, le sol est tellement appauvri qu'il n'y a plus rien dans l'aliment final. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, euh, une orange est moins intéressante qu'une orange d'il y a 50 ans? Bah, ça dépend de l'endroit où elle a poussé. Chez le papy du coin, avec son petit oranger qui a un seul arbre dans son pré, c'est la même qu'il y a 50 ans, hein. Elle n'a pas changé, hein. Hmm. Par contre, si c'est celle qui est issue effectivement d'une industrie agroalimentaire énorme et qui souvent d'ailleurs dessert les supermarchés, alors là, oui, il peut y avoir Hmm. une problématique au niveau du contenu. Ok. Ouais. Du coup, en fait, idéalement, il faudrait se renseigner sur nos voisins qui ont des arbres fruitiers ou, bon, en tout cas, C'est des ça? producteurs locaux, quoi. Ce sera C'est idéalement, ça. c'est. Tu vas au marché, tu vas dans les magasins bio qui vont voir les producteurs locaux. Là, ça fonctionne bien parce que tu sais que c'est marqué. En plus, c'est marqué en gros local. Donc après, local, ça peut tout vouloir tout et Ouais, rien dire quelque part parce que le mec, ouais, il peut être local, mais être une énorme industrie avec 72 milliards d'hectares de serre et ouais, voilà. tout à fait. Mais voilà, en général, déjà, c'est bien sourcé dans les magasins bio. Et puis au marché, tu peux pas te tromper parce qu'en général, tu le vois à la tronche des gens. Bon, pour le coup, c'est un peu discriminant si tu veux, mais tu vois bien la personne qui kiffe sa terre et qui a les mains un peu terreuses Ouais, ouais. et la personne qui est juste là où tu sens qu'elle a pas En trop les costume. mains qui ont touché la terre. Voilà, un petit costume, la petite cravate. Tu dis, oula, lui, à mon avis, il a pas trop touché les carottes. Tu vois? Et c'est là que tu sens la différence aussi. Ok, ok, c'est noté. Ah, Ouais, ça en fait des choses, hein. Ça en fait des choses à Ouais. gérer dans sa vie, hein, C'est- Au final, pour gérer les deux. c'est ce qu'on se dit, mais c'est parce que je sors beaucoup d'éléments en même temps. Mais au final, Oui, c'est oui, simple. C'est oui. dors, bois, mange des choses qui sont brutes, En tout cas, simples, qui sont brutes, variées, ouais, de c'est ça. qualité. Voilà, brutes, variées, de Un qualité. Brutes, variées, de qualité, c'est pas compliqué, hein. ouais, ouais. C'est juste, effectivement, que ça va te demander un petit peu plus d'organisation pour ce qui est de la cuisine, pour parler de l'alimentation. Parce Mmh. que tu Ouais. vas devoir cuisiner un peu plus toi-même. Évidemment que quand tu as une carotte qui n'est pas déjà râpée, eh bien, il va falloir la râper toi-même. Ça peut te demander Eh un oui. petit investissement, si tu veux, en termes de temps, mais si tu t'organises bien, bah, tu peux le faire ne serait-ce que 2 fois par semaine, te préparer des boîtes si tu veux et voilà, ça se fait très bien et tu manges 2 fois mieux. Donc du coup, tu as 4 fois plus d'énergie et comme tu as 4 fois plus d'énergie, bah, tu es moins fatigué. Donc en fait, au final, ce temps que tu as passé à râper tes carottes, eh bien, il est gagné sur le temps de réflexion que tu vas pas passer à ton travail, par exemple, si tu avais mangé des carottes râpées dégueulasses et que Ouais. ça t'aurait passé 4 heures sur ton ordi à réfléchir sur un truc, alors qu'en fait, là, tu en mets une parce que tu es au taquet. Bref, voilà. La conclusion, râpez vos carottes et tout ira bien. C'est ça, Je râpez vos pense qu'on fruits et peut dire légumes. ça, voilà. Ouais, non, non, mais c'est intéressant. OK, super, on a bien débroussaillé, justement, justement cette partie-là de ce qui pourrait justement provoquer, l'apparition de maladies chroniques. Heu, Maintenant, comment on fait avec tout ça? C'est quoi les étapes pour une personne qui, justement déjà, à partir de quel moment elle se dit: «Bon, bah, il faut que je commence à consulter ou à travailler sur moi-même». Donc bon, j'imagine quand ça commence à faire mal et après c'est, quelles sont les différentes étapes, pour elle, pour commencer ce travail-là? Commençons par le commencement, prévention. J'ai un mode de vie qui va bien avant d'avoir mal. Ça sert à quoi d'attendre d'avoir mal? Ça sert à quoi d'attendre de prendre une baffe? Heu, tu Mmh. vois? Je veux dire, à un moment donné, quand tu titilles quelqu'un, arrête-toi avant, tu vois? Qu'il te mette une tarte. Bah, c'est pareil. Hem, Là, tu fais attention à toi parce que tu sais que ce corps, c'est ton véhicule. C'est le véhicule de la conscience que tu représentes et si Mmh. tu en prends pas soin, bah, ce véhicule, il va t'emmerder toute ta vie. Ce véhicule, il va, casser en chemin. Ce véhicule voilà. Donc prends-en soin au maximum. Ça, c'est juste la base. C'est ce que je veux vraiment inculquer à n'importe qui. C'est pas parce que tu es en bonne santé qu'il faut pas prendre soin de toi. Ouais, Voilà, ça première risque chose. de venir quelques années plus tard, en Exactement. surprise. C'est que voilà, les en médecine traditionnelle chinoise, c'est pareil. Tu as cette énergie du rein, cette énergie qui est une énergie innée et en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais un réservoir à la naissance et plus tu avances dans la vie, moins cette énergie est présente. Voilà et il y a des gens qui la crament
en, en 30 ans, il y a des gens qui la crament en 50 ans. À toi de voir à quelle vitesse tu as envie de cramer ton énergie vitale. Donc ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est quand ça commence à faire mal. Tu l'as souligné. Et ça, c'est le premier message. Parce qu'en fait, une douleur, c'est pas aïe. C'est pas juste un truc chiant qui fait mal. Une douleur, c'est un message du corps. Une douleur, c'est un message du corps. Le corps nous parle. C'est vraiment profondément important de comprendre ça parce que, en général, quand on a mal, on a tendance à râler sur le fait qu'on est mal. Oh, tu fais chier, corps de merde. Non. À un moment donné, si tu as mal là, ça veut dire qu'il y a un message là. Tu as mal au poignet, ok. Flexibilité, comment ça se passe dans ta vie, voilà, tu as mal à la main, ça sert à quoi? À faire, ok. Peut-être que tu fais trop, je sais pas. Ou main gauche, recevoir. Voilà, c'est ça quoi. C'est à quoi, quel est le message véhiculé par le corps? Et donc, la première étape, c'est de se dire, non d'ailleurs, on va pas commencer par là. C'est, j'ai une douleur ici, je règle mon mode de vie. J'ai une douleur, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. Est-ce que je dors suffisamment bien? Prenons la base de la base, corps physique. Premier corps physique. Est-ce que je dors bien? Excuse-moi, Guillaume, c'est quoi? Il y a une heure, il y a un nombre d'heures optimal pour le sommeil ou ça dépend de chacun? Excellent, ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun, D'accord, pourquoi? ok. Parce que, admettons, toi, tu es complètement fracasse en ce moment. Tu vas avoir besoin de 10 heures de sommeil pendant 15 jours pour récupérer. D'accord. Et quand tu auras tes 10 heures de sommeil pendant 15 jours pour récupérer, juste après, est-ce que tu auras toujours besoin de 10 heures de sommeil? Il y a des fortes chances que ce ne soit pas le cas. D'accord. Donc, notre besoin de sommeil, en général, il est régulé par le soleil. Garde Ok. ça en tête. Et c'est aussi simple que ça. D'accord. Le soleil, tu vas te coucher en général, idéalement, avant 22h30. Parce que après, c'est trop tard. Le soleil est trop loin. Tu as trop passé ton moment. Et il se lève en général autour de 6h, 7h. Ça dépend des endroits du globe. Mais voilà. Donc, Ok. tu as ton temps de sommeil. 22h30, 6h, c'est parfait. Ok. Ça marche. Voilà. Donc, tu es environ autour de 7h30, 8h. Ok. Bah, tu peux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Tu étais en train de dire, ouais, il y a le sommeil en premier. Ouais, voilà, bah voilà, tu connais, hein, on les a déroulés juste avant. Tu as le sommeil qui s'est Ouais. transformé en air, donc la respiration, qui s'est transformé en feu, donc l'exposition au soleil, qui s'est transformé en eau, donc la boisson, qui s'est transformé en terre, donc l'alimentation. Tu règles tous ces paramètres-là. Qu'est-ce qui va pas dans ces D'accord. paramètres-là? Je les règle. Ok, ils sont réglés. Est-ce que j'ai toujours mal? Ah merde, oui, j'ai toujours mal. Bon, cause émotionnelle. Deuxième corps. Donc on a fait le corps physique, on fait le corps émotionnel. Corps émotionnel, qu'est-ce que c'est? Par exemple, le coude. Allez, j'ai mal au coude. Le coude, c'est la capacité à changer de direction parce que le coude, il te permet de donner une direction à ton bras. Hop, hop, hop. Donc, est-ce que je suis capable de changer de direction facilement ou est-ce que je suis hyper rigide et que je suis un mec qui est comme ça? Alors, j'ai le poing fermé d'ailleurs. Hein, j'ai pas de voilà, je fais pas de signe contre. Voilà. Donc voilà. Voilà. Est-ce que je suis suffisamment rigide ou pas? Flexible ou pas? Et une fois qu'on s'est posé cette question, ah bah tiens, effectivement, je manque de flexibilité. Si j'essayais d'être plus capable de voir à droite à gauche ce qui se passe dans ma vie, si j'étais moins rectiligne dans ma vie, essayons de faire ça. Évidemment que ça, c'est un travail qui te demande plus de temps que le réglage des paramètres physiques, donc c'est pour ça que je le conseille en deuxième temps. Parce que c'est quelque chose qui va demander un travail de fond. Est-ce que ça veut dire que je dois changer de travail? Est-ce que ça veut dire que je dois changer de paramètres familiaux, je veux dire de compagne, de partenaire? Ouais. Est-ce que ça veut dire que je dois changer, je sais pas, quel que soit de je sais pas, lieu, d'amis, ouais, de lieu, voilà, ouais. exactement. Qu'est-ce qu'il faut que je change dans ma vie pour permettre cette capacité de changement de direction? D'accord. Et est-ce que je peux tout simplement aussi pas changer ma perception? Parce qu'il faut pas oublier que tout ce que l'on voit autour de nous est issu de notre propre perception. Je regarde une table, elle sera automatiquement différente de toi qui regarde la même table. Parce que ce ne sont pas les mêmes perceptions qui regardent cette table. Et donc toi, tu vas pouvoir me dire: «Oh, c'est une table magnifique, je dirais Louis XIV» et moi je te dirais: «Mais c'est quoi cette table IKEA?» Tu vois? Ouais, une table, c'est juste pour bouffer, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Et tout est affaire de perception. Et donc une fois que tu as réglé ta perception aussi, tu peux te rendre compte que: «Ah bah tiens, j'ai réussi à changer vraiment profondément ma perception et du coup, en fait, bah, j'ai rien changé dans les paramètres de ma vie, mais j'ai juste changé ma perception de cette vie-là». Et hop, ça disparaît. OK. Intéressant. Et donc la dernière étape, c'est pareil, c'est un peu lié aux émotions, c'est, quel état mental peut induire cet état émotionnel de rigueur et de manque de flexibilité?
À OK. quel point est-ce que je suis fermé? À quel point est-ce que mes idées sont resserrées? À quel point j'ai des œillères? Est-ce que je peux pas essayer d'ouvrir mes œillères, d'ouvrir ma pensée, d'ouvrir ma curiosité aussi? Tu vois, juste avant, on parlait des vies antérieures. T'y crois pas, on s'en fout, mais pourquoi pas considérer la question? Juste te Mmh. dire, bah, et si ça existait? Pourquoi Mmh. pas? Est-ce que c'est Ouais. vrai? Est-ce que j'y crois? Je m'en fous. J'ouvre la possibilité. Voilà. OK. Et là, ben, normalement, une fois que tu as fait tout ce travail-là, ta douleur chronique, elle devrait déjà grandement avoir diminué. Ou alors, c'est que tu as pas fait le travail correctement. OK. Ouais. Mais c'est pas évident et je pense que c'est à ce moment-là où il faut être accompagné parce que enfin, j'imagine faire le travail, mais en fait, c'est comment faire le travail, quoi. C'est C'est ça. souvent on a la tête dans le guidon, on n'a pas assez d'éléments, et j'ai l'impression qu'il vaut mieux être accompagné quand en tout cas la 1re partie, l'alimentation et cetera, je pense que ça peut se faire avec un minimum de bon sens et cetera, on peut y arriver. La 2e partie, la partie émotionnelle, mentale, je pense que c'est un peu plus complexe de la faire seul, d'autant plus qu'on a, comme je t'ai dit, la tête dans le guidon et on va peut-être se focaliser sur quelque chose, mais en fait, cette chose-là, c'est juste une conséquence d'une autre chose qu'il aurait fallu voir, quoi. Donc C'est très, ouais. très juste ce que tu dis. C'est vital d'avoir cette capacité de recul sur soi-même. On parlait au tout début de la vision holistique, c'est très important d'avoir une vision holistique sur soi-même aussi. C'est-à-dire la capacité à reculer et à regarder le système en lui-même, son propre système. Mmh. C'est très dur de le faire puisqu'on est à l'intérieur de ce système. Et ouais. Donc quand on OK. a cette capacité-là assez naturellement, eh bien on peut ne pas se faire accompagner parce qu'on sait, on sent qu'on est en capacité de voir le système. Mais quand on est Mmh. trop dans le système, c'est à ce moment-là qu'on peut se dire: «Effectivement, j'ai besoin d'une vision extérieure qui regarde ce système pour moi». Et c'est là que tu D'accord. t'en rends compte, en fait, si tu as OK. besoin ou pas d'un accompagnement. Et la réponse, elle est toujours au niveau du cœur. Pose-toi la question: «Est-ce que j'ai profondément besoin que quelqu'un m'aide?» On oublie le financier, on oublie tout. Est-ce que j'ai profondément besoin que quelqu'un m'aide? Oui, non. OK. Et et en général, alors comment ça se passe quand on se fait accompagner? Bah, du coup, on va parler de toi justement comment ça se passe quand tu accompagnes les gens? Est-ce que, bah, c'est une question naïve encore une fois, ça peut prendre combien de temps? Enfin, ça prend est-ce qu'on peut donner une fourchette de temps ou alors ça peut être très rapide comme très long? Enfin voilà, comment ça se passe? Il y a pas de questions, naïves, et je te remercie de les poser parce que c'est vraiment important. Hem 1re chose, comment j'accompagne quelqu'un? Il y a plusieurs formats. Soit ça peut être, une simple consultation. On vient me consulter, on fait un bilan. Pendant un bilan, qu'est-ce que je fais? Ben, très simplement, je regarde ces premiers paramètres du corps physique. Comment tu manges? Comment tu dors? Comment tu machin? Comment tu et une fois que j'ai analysé ces paramètres-là, déjà, j'ai un niveau d'état du corps physique. Je peux me dire: «Bon, là, vu Mmh. comment elle dort, vu comment elle mange, vu comment elle s'hydrate, Ouais. s'il y a pas un peu de rouille dans le système, je m'y connais pas». Voilà. OK. Tu vois? Et une fois que tu as fait ce travail-là, je fais ce que j'appelle du coup une analyse physico-comportementale. C'est que là, je vais m'extraire de ce corps physique, je vais quand même poser quelques petites questions physiques associées à des symptômes. Est-ce que vous avez des problèmes osseux? Est-ce que vous avez des problèmes de dos? Est-ce que vous avez des et derrière, je vais dire: «Est-ce que vous avez tendance à donner plus que vous ne recevez? Est-ce que vous avez tendance à» voilà, et je pose ces questions-là qui sont des questions plutôt d'ordre émotionnel, mental, qui sont associées au corps physique parce que tout est imbriqué. Mmh. Et en général, tout descend dans la matière à un moment donné quand c'est chronique. Si j'ai une émotion qui revient en permanence, eh ben, elle va descendre sur le corps physique et boum, impacter le corps physique. Voilà. Et à l'inverse, c'est vrai aussi. Quand je me tape la main, je me tape sur la table, ben, ça remonte dans le corps physique, il y a une émotion en fait. J'ai tapé la table, je me suis dit: «Aïe, Ouais. ça fait mal, mince!» J'ai une réaction émotionnelle. Cette réaction émotionnelle découle d'un: «Putain, je suis vraiment trop con, je fais pas attention». Pensée mentale. Voilà. Et OK. en fait, ça marche dans les 2 sens si tu veux. C'est expansion et intériorisation. Et donc j'accompagne donc sur un format consultation classique ou alors c'est des formats plus longs, ce que j'appelle des formats mentorat, pendant lesquels en fait je fais des travaux pardon, qui sont beaucoup plus longs et profonds. Par exemple, on a une D'accord. problématique, on sait qu'elle est pas, heu, solvable en une séance et on n'a pas envie de faire des consultations de suivi ad vitam aeternam, donc on prend
un mentorat qui est en fait profondément D'accord. un suivi et qui t'oblige, entre guillemets, à être présent aussi. Parce que quand tu prends des Mmh. consultations une, tu peux juste te dire, bon, allez, bon, pas cette semaine, j'en ai pas besoin, ça va. Alors que quand tu as Ouais. ton mentorat qui est là toutes les semaines et que tu as le feel good qui t'attend avec ta petite consigne qui t'a demandé la semaine dernière, et est-ce que tu as bien fait ton travail, est-ce que machin, bon, là, Ouais, forcément, tu as un peu plus ouais. d'engagement, si tu veux. Et c'est très, très important, Mmh. cette notion d'engagement. Et c'est pour ça que parfois, se faire OK. accompagner, ça aide aussi. Parce que tu as cette notion, Ouais. entre guillemets, d'obligation. Tu es obligé de faire Ouais, ce c'est ça. travail sur toi-même. Tu peux pas procrastiner. Voilà. Et donc, ça se passe comme ça. D'accord. OK, super. Bon, bah, de toute façon, on mettra si on veut te contacter, je mettrai, le lien de ton site, ta chaîne YouTube. En Bien parlant de sûr. chaîne YouTube, je trouve, tu fais des vidéos superbes, donc je vous encourage, auditeurs, Merci beaucoup. auditrices, à aller regarder son C'est contenu très parce que gentil. c'est vraiment très, très pédagogique et puis, bah, te contacter, via ton site. Heu, OK, Merci. super. Bon, je pense qu'on a fait un bon, petit tour, Guillaume, sur le sujet des douleurs chroniques, et leur gestion. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas abordées ou une question que je t'ai pas posée sur ce sujet-là et qui serait importante de dire ou selon toi, on a fait un bon petit tour sur le sujet? Bah, déjà, pour tes auditeurs, je pense que s'ils sont restés jusque-là, ça fait une belle masse d'informations, déjà. Ouais. On a vu pas mal d'aspects, hein. On a vu l'aspect, physique, on a vu l'aspect émotionnel, l'aspect mental, qui sont tous les aspects qui peuvent impacter, entre guillemets, notre corps physique et nos réactions, pathologiques. Mmh. Donc, j'ai pas envie de rajouter quoi que ce soit, en fait, non. Je pense que ce sera D'accord. déjà très bien. Bon, bah, super. Heu, une dernière question sur, la santé de façon générale, Guillaume, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup de compléments alimentaires et toi, tu en parles un petit peu sur le blog et sur ta chaîne YouTube. Est-ce que tu aurais des conseils en termes de compléments alimentaires, des choses que tu recommanderais et si oui, pourquoi? Yeah. Et ça, c'est vraiment une question, qui revient beaucoup, c'est quel complément alimentaire prendre? Il y en a une flopée monstrueuse, du coup, on sait plus quoi choisir, et c'est pour ça qu'en général, j'en recommande 3 principaux. C'est le top 3 des compléments alimentaires vraiment utiles, dont je parle régulièrement, et le premier, c'est les oméga 3. Les oméga 3, ils sont super importants pour la santé. Tu as des oméga 3 qui sont végétaux, qui sont un petit peu moins bien assimilés, et tu as les oméga 3 animaux qui, eux, sont relativement intéressants sur le plan de la santé parce que, voilà, on va pas rentrer dans le détail des types d'acides gras, mais parce que c'est vraiment ceux-là qui nous permettent de fonctionner Mmh. correctement. Or, ces oméga 3 animaux, on les retrouve par exemple dans les poissons gras. On en mange de moins en moins et malheureusement aujourd'hui les poissons gras sont relativement pollués, notamment en métaux lourds. Donc toujours plutôt manger des petits poissons gras qui vont être moins euh, riches en ces métaux lourds, si tu veux, parce que euh, les gros poissons, eux, vont manger les petits poissons qui sont déjà, eux, contaminés un petit peu par les métaux lourds. Et du coup, en fait, si tu veux, si tu remontes la chaîne Mmh. alimentaire, tu vas avoir beaucoup de pollution en métaux lourds. Donc, de par déjà ce manque de consommation de produits gras animaux, notamment les poissons gras, on manque d'oméga 3. Et il y a un équilibre qui est super important dans l'organisme, c'est la D'accord. balance oméga 3 versus oméga 6. Les oméga 3, ils ont une action anti-inflammatoire, les oméga 6, ils ont une action pro-inflammatoire. Et en fait, c'est leur équilibre, parce que les deux sont essentiels, qui va permettre d'avoir un bon équilibre de santé. Et donc, comme aujourd'hui, notre alimentation moderne, elle est relativement riche en oméga 6, Mmh. on va vouloir contrebalancer avec des oméga 3 de qualité. Mmh. Et comme on en manque dans l'alimentation, eh bien, on va les prendre en supplément. Donc, je recommande à n'importe qui de prendre, si possible, des suppléments d'oméga 3. Si possible, issus de poissons gras de qualité, plutôt de l'huile de poisson parce qu'elle est plus intéressante sur le plan de sa composition. Mais il y a aujourd'hui de plus en plus d'huiles, d'algues qui arrivent sur le marché, qui sont aussi plus intéressantes sur le profil oméga 3. On va retrouver pour les connaisseurs plus d'EPA et de DHA, ce qui est beaucoup plus intéressant que, par exemple, de l'huile de lin qui va contenir essentiellement, voire uniquement, des ALA. C'est un type qui ensuite est transformé en EPA, DHA, mais relativement mal par le corps. Donc voilà, si possible, se supplémenter en oméga 3 premièrement. Deuxièmement, le magnésium.
D'après l'étude Suivimax, une étude qui est relativement connue, qui date déjà d'il y a plusieurs années, et encore à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était moins grave, on a une carence en magnésium. De plus en plus de personnes manquent de magnésium. Donc, je recommande à n'importe qui de se supplémenter en magnésium. On a tendance à me dire souvent dans les commentaires, pourquoi tu parles tout le temps des compléments alimentaires? Tu peux pas donner les sources alimentaires de magnésium? Ok, si vous voulez, mais en fait, c'est se forcer à manger des aliments tous les jours parce qu'on manque de magnésium pour avoir son apport en magnésium. Donc, c'est toujours un peu contre-productif souvent et ça revient au final pour les gens qui disent « Ah, mais c'est cher de supplémenter », ça revient plus cher de manger ces aliments-là au quotidien parce qu'il y en a dans les oléagineux, je vois les amandes, tout ça. Mais c'est pareil, quand on équilibre quelque chose, il y en a plein dans les amandes, donc on va manger plein d'amandes, sauf qu'il y a plein d'oméga 6 dans les amandes. Donc, si on ne supplémente pas en oméga 3, eh ben c'est pareil. Les amandes, elles déséquilibrent la balance oméga 3, oméga 6. Et voilà, et le cercle, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, c'est pour ça que c'est important finalement d'avoir cet apport aussi en magnésium qui joue tellement de rôles fondamentaux dans l'organisme que c'est vraiment, vraiment important. Et le troisième complément que je recommande à n'importe qui, c'est la vitamine D, particulièrement sur la période hivernale et pour les gens qui sont plus fatigués sur la période automne-hiver. Parce que c'est un élément dont on manque trop, parce que le soleil, en tout cas les rayons du soleil, ne nous permettent pas cette synthèse à cette période spécifique de l'année. Donc voilà, toujours essayer de favoriser une prise aussi quotidienne. Pour ceux qui habitent à Paris et dans le Nord toute l'année. Exactement. Et ceux qui ont un énorme nuage de pollution qui empêche la bonne synthèse. Voilà, ce genre de truc. Ouais. Et effectivement... Et Ouais, je t'écoute. Ah oui, non, est-ce que j'étais en train de... par rapport à la vitamine D, tu sais, c'est quelle quantité qu'il faudrait? Est-ce que c'est, encore une fois, ça dépend des gens ou J'allais y venir. Et en fait, c'est... En fait, il y a un gros débat. Il y a des gens qui vont dire « Ouais, mais moi, mon médecin, il m'a dit faut que tu prennes cette fiole en une fois, c'est 50 000 UI ou 100 000 UI, tu les prends une fois par mois et c'est bon, t'es tranquille. » Alors... Là, à ces gens-là, je réponds en général, d'accord, le soleil qui t'apporte du soleil pour un mois, tu me le sors d'où? Ouais, moi, je le connais pas. Donc, en fait, il y a une logique juste à avoir, c'est le soleil, tu l'as au quotidien pour ta dose quotidienne. Tu l'as pas pour 40 jours en avance, si tu veux. Donc, le corps, il réagit pas comme ça, il ne fonctionne pas comme ça. Tu peux pas prendre une ampoule de 50 000 UI, 100 000 UI et t'attendre à avoir, ok, parfait, c'est bon, je suis chaud pour un mois. Non, le corps le stocke pas comme ça, donc prise quotidienne au maximum. Tu as deux choses qui s'opposent pour ce qui est des dosages en vitamine D. Tu as les microgrammes, parce que ça se prend en microgrammes, et il y a une équivalence en unité internationale, UI, unité internationale. Ah oui. L'équivalence vitamine D UI, c'est 25 microgrammes égale 1000 UI. Les autorités de santé ne sont pas vraiment d'accord sur les dosages en vitamine D. Parce qu'il ne faut pas oublier que la vitamine D porte mal son nom. La vitamine D, c'est pas vraiment une vitamine. Parce qu'une vitamine, c'est quoi? C'est un élément qu'on va chercher dans l'alimentation et que l'on prend et qui est directement sous forme de vitamine. Or, la vitamine D, on la prend sous forme de vitamine D3, qui est ensuite convertie au niveau du foie, des reins, en vitamine D. Et donc là, on se rend compte que c'est le corps qui produit. Et donc, du coup, c'est plus une hormone qu'une vitamine. Donc, il faut faire très attention avec la prise d'hormones parce que le corps, lorsqu'on lui donne trop souvent une hormone, eh ben, il se dit on me donne mon hormone, ça sert à quoi que je la produise moi-même? Et il désapprend la production hormonale. Et donc, du coup, ça peut dérégler. Du coup, les autorités de santé, il y en a qui disent 5 microgrammes, c'est bien, on y va doucement. Et aujourd'hui, on s'entend plus ou moins globalement sur 25 microgrammes qui correspondent à 1000 UI. Donc, je propose à n'importe quelle personne qui souhaite se supplémenter de prendre 1000 UI jour. Ok, d'accord. Très, très, très bien. Donc, les oméga 3, les oméga 3 et 6. Enfin, juste oméga 3. Ou HPA, EPA. Oméga 3, d'accord. Magnésium et vitamine Exactement. D. 3. Exactement. Ça, c'est les trois principaux. Après, tu peux rentrer dans les détails, aller chercher d'autres spécificités. Mais pour le Pékin lambda que je ne connais pas, que je n'ai pas vu, pas analysé, ces trois, c'est bien. D'accord.
Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup Guillaume Avec grand plaisir, merci à toi. pour cette réponse. Très cool. Avant de conclure cet épisode, quelques petites questions annexes que j'aimerais te Ouais, je t'en prie. poser. Très rapide. Tu n'as vraiment réponds de la façon la plus spontanément possible et tout se passera bien. Ça marche. T'es Ouais, prêt? vas-y. Comment tu te décrirais en un mot? Ouah, dur. Calme. Qu'est-ce qui te fait sourire au quotidien? Le sourire des autres. C'est beau. Qu'est-ce que tu crois vrai que beaucoup de personnes pensent fausse? Ah putain, sans dire tes questions. Qu'est-ce que je crois vrai que les autres pensent faux? Hem, que le monde autour de nous n'existe pas. Si tu étais, dans les nuages avec un gros panneau d'affichage et que tu as la possibilité d'écrire un mot, pour le diffuser au monde, ce serait lequel? En tout cas une phrase, un mot, peu Amour, importe. Si tu pouvais remonter dans le temps et parler à toi, enfant ou ado, qu'est-ce que tu lui dirais? fonce. Quelle est la leçon ou, les leçons les plus importantes que tu as apprises dans ta vie jusqu'à présent? OK, mon état émotionnel est généré uniquement par moi. Ça, c'est vraiment, vraiment, le truc qui a, je pense, changé ma vie. Quand tu te rends compte que c'est toi qui génères ton état émotionnel et que tu peux réagir comme tu veux à n'importe quelle situation, c'est très, très fort et ça change profondément la vie OK, et je pense que je dirais que ça, pour OK. commencer. Très bien, très bien. Si tu as l'opportunité de prendre un café avec un personnage historique ou une personne importante pour toi, qui choisirais-tu et Paul pourquoi? Chek. C'est peu de personnes le connaissent, c'est un thérapeute holistique qui est complètement génial. C'est un mec qui est aux États-Unis, donc il fait du contenu uniquement, en anglais et je trouve que son contenu est passionnant justement parce qu'il a une approche mais tellement large. Il te parle de médecine traditionnelle chinoise, il te parle de tonnes et des tonnes de trucs. Donc c'est passionnant, j'adore ça, Ah, j'adore. Paul Paul Check, Chek, ouais, OK, ça P-O-L, donc m'intéresse, je Paul vais comme en regarder. français et Chek, c'est C-H-E-K. C'est OK, Voilà. OK, très bien. Et enfin, d 1 ou 2 livres que tu recommanderais? Un ou des livres En plus du tien qu'on mettra dans la description. Un ou des livres que je recommanderais, ben, le premier, ça va être un livre de Paul Chek, du coup, qui s'appelle How to Eat, Move and Be Healthy. C'est un bouquin qui est en anglais, malheureusement, encore une fois. Je crois pas qu'il soit traduit en français. Donc voilà. Mais en tout cas, je recommanderais vraiment profondément ce livre. Et Oh, le. Guillaume? Tu as disparu comme ça? Voilà, ça a coupé. Allô? Ça a coupé. Mince. Tu as disparu comme ça, ouais. Bon, vas-y, on reprend. Ouais, du coup, un livre que tu 1 ou 2 livres que tu conseillerais? Paul Check, du coup, How Ouais, to How to Eat, Move and Be Healthy. Donc c'est un livre qui est exclusivement en anglais malheureusement. Je crois qu'il n'y a pas de traduction en français, mais c'est vraiment une pépite. Il est oufissime ce bouquin, je le recommande à n'importe qui. Il y a plein de tests en plus dedans si tu veux te tester pour savoir où tu en es sur ton état de santé. mmh, Il est top. Et autre livre, je dirais, tiens, un livre qui m'a c'est le livre qui a transformé ma vie, je pense, et qui a fait que j'ai commencé à lancer mes projets et cetera. C'est une figure américaine pour le coup, qui, pour le coup, est traduite en français celui-ci. C'est Tony Robbins. Tony Robbins qui a écrit Pouvoir illimité. C'est un livre qui m'a mmh, profondément impacté ce bouquin, il m'a fait découvrir la PNL, du coup, programmation neurolinguistique, qui part aussi de cet état de fait que tu crées ta réalité et ça a profondément changé tout ce que j'ai entrepris dans ma vie. C'est que je me suis lancé, je me suis dit: Changeons la perception que j'ai de ma vie» et en fait, s'il suffit juste que je la mmh, change comme ça, ben, je le fais et c'est ce que j'ai fait. J'ai commencé à faire mes projets et voilà, OK. c'est tout. Donc c'est ces 2 bouquins. Super. Bah, génial, merci. J'adore découvrir des nouveaux bouquins, donc c'est cool. Trop cool. Bon, bah, écoute, merci beaucoup Guillaume. C'était un très chouette épisode, très instructif. Bon, malgré les petits soucis techniques, Ouais, ouais, il y en a toujours. mais j'ai beaucoup apprécié notre échange et j'ai beaucoup
appris. Alors encore vraiment merci. On a eu un épisode riche parce que pour récapituler un peu, on a discuté justement du sujet des douleurs chroniques. Qu'est-ce que c'est, comment elles apparaissent, quel type de personne ou qui est touché davantage par ça. Voilà, quels sont les facteurs risques, qu'est-ce qui peut provoquer tout ça, comment s'en prémunir. On a vu quelques solutions. On a parlé aussi également de quelque chose qui est important, c'est le lien entre état émotionnel et apparition de douleurs chroniques, quelque chose de fascinant vraiment. Rien que pour ça, j'ai trouvé l'épisode encore plus chouette. Et puis on a pu aborder quelques questions autour de la santé. Alors si vous aviez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser un commentaire, une note positive sur le podcast parce que ça va m'aider à diffuser l'émission à un plus grand nombre et ainsi potentiellement aider un peu plus de monde, de personnes en leur permettant de découvrir de nouvelles pistes à explorer. Partagez également cet épisode avec vos amis, à votre entourage. Vous pouvez également contacter Guillaume sur ta chaîne que tu veux mentionner. C'est Guillaume Feelgood, simplement. C'est ça. Et ton blog qui Monsieur est Bien-être. MR Bien-être tout collé. Je mettrai tout ça dans la description. N'hésitez pas à le contacter, à voir sa chaîne YouTube et son blog qui sont très fournis, très pédagogues, très, très simples et en même temps très pertinents. Donc je vous recommande. Contactez-le si vous voulez en savoir davantage. Pourquoi pas si vous voulez même en discuter un peu plus avec lui. Et puis encore, merci d'avoir écouté jusqu'ici et à très vite pour le prochain épisode. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Super, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Génération 120 ans jusqu'au bout. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme c'est un tout nouveau podcast, j'ai 2 choses à vous demander. La première, c'est de me laisser une note 5 étoiles avec un commentaire positif sur Apple Podcast ou d'autres plateformes, car ça m'aide beaucoup et surtout ça permettra à d'autres tout comme vous de profiter de ces discussions enrichissantes. Ensuite, si vous avez des commentaires, des retours à me faire, n'hésitez surtout pas. Ceci me permettra de progresser et vous proposer quelque chose de toujours plus qualitatif. Merci encore pour votre attention précieuse et je vous dis à très vite pour un épisode de Génération 120 ans.